bonjour à tous. Donc, je suis Florian Greffier et je suis un ancien de l'Université d'Angers, puisque j'y suis rentré en 2001 à travers un DUG sciences de la matière, ensuite une licence de sciences physiques, et puis derrière une maîtrise de physique et application et un DESS IOSI. J'ai aussi eu le loisir de soutenir une thèse de doctorat l'année dernière. Et donc, pour raccrocher avec ce que vous connaissez aujourd'hui, cette maîtrise et ce DESS, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le master PSI. Donc, voilà pour la formation. Ensuite, directement après le DESS, j'ai été embauché chez Valeo Lighting System en Belgique, où j'ai été pendant 2 ans ingénieur d'études chez eux. Et puis, en 2008, j'ai rejoint le CEREMA, alors d'abord en tant qu'ingénieur chef de projet de recherche. Et puis, à la faveur du titre de docteur, je suis aujourd'hui chercheur et je suis responsable de l'équipe de recherche éclairage et lumière. Donc, cette équipe, elle est composée de 6 personnes à temps plein et 4 de ces personnes sont des chercheurs. On a aussi des personnels d'appui, donc qui ne sont pas à 100% de leur temps dans l'équipe. On a un chercheur associé et puis on a beaucoup de membres temporaires, donc que ce soit des doctorants ou des stagiaires, des vacataires, des CDD projets, etc. L'équipe, elle est située à Angers, essentiellement, et puis le chercheur associé que nous avons, lui, est basé à Aix-en-Provence. Donc, si je reviens sur cette équipe et les personnes qui la constituent, en fait, on se rend compte que 4 de ces personnes aujourd'hui viennent du master PSI. Et puis Vincent Boucher, que certains d'entre vous doivent connaître, notamment ceux qui sont en M2, est professeur de visionique, si ça s'appelle toujours comme ça, en M2 PSI. Donc, ça crée des liens très forts avec votre formation. Premier témoignage de ces liens très forts, j'ai fait une petite liste de tous les stagiaires qu'on a pu avoir ces dernières années. Le premier d'entre eux s'appelait Étienne Belin en 2004. Et puis Jocelyn aussi en 2013. Donc, Jocelyn qui prendra ma suite dans ce séminaire. Donc, outre les stagiaires, on a aussi des doctorants qui viennent du master PSI. Donc, Étienne et moi avons fait notre thèse dans cette équipe. Laure Lebouc, qui a soutenu sa thèse en 2023, et puis Thomas Faure, qui était en master il y a 1 an, qui va commencer une thèse aussi chez nous en janvier prochain. Concernant les axes de recherche de l'équipe éclairage et lumière du CEREMA, on en a 3. Le premier, c'est de modéliser le système visuel humain. Et pour faire ça, en fait, on utilise des caméras que l'on transforme en yeux électroniques afin de pouvoir disposer d'images qui sont les plus représentatives possibles de ce que voient les yeux humains quand ils se déplacent à bord des véhicules et notamment sous éclairage public. Donc, je vais vous illustrer rapidement comment on construit un système visuel humain avec des caméras. Il y a différents aspects à gérer. Les premiers, c'est des aspects spectraux. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces caméras, elles voient les longueurs d'onde comme les yeux humains. Donc, pour des longueurs d'onde qui sont comprises entre 380 et 780 nanomètres. Et puis, comme nous voulons des yeux les plus représentatifs possibles de ce qui se passe pour les humains, on fait notamment des caméras qui fonctionnent comme les cônes de la rétine. Donc, ils vont nous permettre à la fois de voir des luminances, donc les intensités lumineuses de la scène observée, et puis des couleurs. Donc, concernant plus particulièrement les luminances, en fait, la vision des luminances, c'est quelque chose qui est normalisé, donc qui est normalisé par une courbe d'efficacité lumineuse, donc que je vous ai mis ici, qui s'appelle V de lambda.
et donc une courbe qui s'étale entre 380 et 780 nanomètres. Donc ça, c'est représentatif de la vision humaine. Et en utilisant, comme on fait, nous, des caméras couleurs, eh ben, le premier enjeu de transformer une caméra en œil électronique, c'est de faire en sorte que sa sensibilité spectrale soit comme V de lambda, pour voir des luminances comme nos yeux. Et donc, la première chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on mesure en laboratoire d'optique la sensibilité de la caméra. Et puis après, on va faire une combinaison de ces canaux rouge, vert et bleu pour essayer d'approcher le mieux possible la courbe V de lambda. Donc là, elle est en vert. Et puis la sensibilité de la caméra après combinaison linéaire des canaux rouge, vert et bleu, je l'ai représenté ici en rose. Deuxième chose à faire quand on veut avoir une caméra qui est un œil, ça concerne des aspects angulaires et notamment faire en sorte que l'acuité de cette caméra, eh bien, ça soit la même que celle d'un œil humain. Donc pour ça, ça va se jouer notamment sur la focale de l'objectif qu'on associe à la caméra. Ça va aussi se jouer sur le nombre de pixels, sur la taille de ces pixels, etc. Donc on choisit ça astucieusement pour qu'à la fin, notre caméra, eh bien, elle ait 10 dixièmes de vision. Et puis la dernière chose, c'est de s'intéresser finalement à l'ensemble des luminances qu'est capable de voir un œil humain. Donc un œil humain, c'est capable de voir des luminances qui sont comprises entre 10-6 et 10 exposant 8 candela par mètre carré. Donc le candela par mètre carré, c'est l'unité de la luminance. Donc c'est assez phénoménal, hein, 14 unités logarithmiques de capacité à voir la lumière, mais on ne peut pas voir tout ça en même temps. Donc en fait, l'œil, il s'adapte continuellement. Et puis, une fois qu'il est bien adapté, en fait, c'est plutôt 6 unités logarithmiques qu'on est capable de voir. Donc l'adaptation visuelle, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement. L'adaptation visuelle, c'est ce qui fait, par exemple, que quand on sort d'une salle de cinéma en plein été, une fois qu'on est au soleil, on a tendance un peu à être ébloui. Et puis, au bout d'une dizaine de secondes, ça va mieux. Et donc, c'est typiquement ça le phénomène d'adaptation visuelle, c'est-à-dire se régler en fonction des conditions de luminosité ambiante. Et ces sous-unités logarithmiques de luminance qu'on est capable de voir simultanément, en fait, ça dépasse largement les capacités d'une caméra. Donc, si on veut faire une caméra qui va voir comme un œil, et notamment comme un œil sous éclairage public, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus dans l'équipe, et ben en fait, on ne va pas pouvoir se permettre d'utiliser qu'une seule caméra. En fait, on va avoir besoin de 4 caméras. Et ces 4 caméras, elles vont être réglées différemment pour pouvoir couvrir l'ensemble de la gamme d'adaptation visuelle. Donc là, je vous ai mis l'ensemble des caractéristiques du système. Donc le système, donc, il y a les aspects spectraux dont on a parlé. Il y a la résolution spatiale, la taille des pixels, les caractéristiques de l'objectif qui nous permettent d'avoir une acuité de 10 dixièmes. Et puis, donc, comme on a 4 caméras, eh bien, on joue sur leurs paramètres d'exposition. Donc, soit en réglant le temps d'acquisition des caméras, qu'on a fixé à 10 millisecondes. Et puis, les autres caméras disposent également du même temps, mais pour justement qu'elles n'aient pas la même exposition, on leur associe en fait des filtres neutres qui vont permettre de casser un peu le signal et qu'elles soient capables de voir des luminances complémentaires. Donc une fois qu'on a fixé ces caractéristiques et qu'on a associé ces 4 caméras, et ben ensuite il faut les étalonner en luminance parce qu'une caméra à la base ça voit des niveaux de gris, ça voit pas des luminances en candela par mètre carré comme un œil. Donc ça aussi c'est un processus qui se passe en laboratoire d'optique. Et puis on met ça devant une sphère étalon de luminance. Comme les caméras n'ont pas les mêmes paramètres d'exposition, et ben du coup elles vont permettre de couvrir des plages de luminance complémentaires et juxtaposées, donc qu'on peut voir ici. Donc la première, elle permet de mesurer des luminances entre 3 millicandela par mètre carré et une dizaine. Et puis la dernière, elle sait faire entre 610 candela par mètre carré et plus de 500 000 candela par mètre carré. Donc grâce à ces paramètres d'exposition différents, eh ben, on est capable à la fin, avec ces 4 caméras, de couvrir l'ensemble de la dynamique du signal visuel sous éclairage public.
Donc là, je vous ai mis 4 images en luminance, hein, enregistrées par les 4 caméras. Donc, on peut voir, hein, qu'elles sont complémentaires, hein. La première en haut à gauche, donc elle voit les petites luminances. Et puis la dernière qui est là en bas à gauche aussi, elle voit les très fortes luminances. Donc en fait, elle voit typiquement direct les luminances qui sont dans les sources d'éclairage public. L'idée, quand on a ces 4 caméras et donc on a 4 images, c'est quand même à la fin d'en avoir qu'une seule. Donc c'est ce qu'on appelle le processus de fusion HDR. Donc pourquoi HDR, donc High Dynamic Range? Donc c'est d'avoir à la fin ce qu'on appelle une image HDR en luminance ou une image HDR en couleur. Donc où à partir des 4 images fournies par la caméra, on va en avoir plus qu'une seule. Alors on pourrait se dire il suffit de les superposer, mais en fait c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi c'est pas aussi simple que ça? C'est que même si les caméras elles sont fixées vraiment les unes tout près des autres, ben finalement quand on superpose leurs images, on se rend compte qu'il y a des décalages, des petits décalages géométriques. Donc c'est normal, elles ont à peine le même point de vue. Donc pour réussir à combiner les images, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise des techniques qui viennent de la stéréoscopie. Donc, où en fait, on considère que les caméras, c'est finalement, on peut les considérer comme 4 paires stéréoscopiques, donc 2 paires horizontales et 2 paires verticales. Et ce qui va être intéressant, en fait, c'est de déterminer les transformations géométriques qui vont nous permettre de faire correspondre les pixels des 4 images les uns avec les autres. Donc pour cela, on utilise des techniques de calibrage stéréoscopique. Donc ça consiste à filmer une mire et puis à regarder l'image de cette mire dans les 4 caméras. Et à partir de ça, en fait, on arrive à déterminer des transformations géométriques, donc qui sont des translations et des rotations qui vont permettre finalement de passer toutes les images dans le même référentiel. Donc là, je vous ai mis un exemple de comment ça se passe. Donc ça, ce sont les images brutes des caméras prises 2 à 2. Et puis, une fois qu'on a calculé les transformations, en fait, ça permet de réaligner les caméras entre elles. Donc quand on regarde bien la mire, on voit que c'est pas mal décalé au départ. Et puis après la rectification des images, les pixels d'une image à l'autre sont bien réalignés. Et puis, quand on regarde l'image complète, donc avant rectification et après rectification des images, on a un réalignement des pixels. Et donc ça va nous permettre de remplacer en fait de remplacer notamment les pixels surexposés, parce qu'en fait la première caméra, comme elle enregistre des petites luminances, tous les autres pixels, tous les pixels qui correspondent par exemple aux sources, eux ils sont saturés. Donc l'objectif, ça va être de remplacer ces pixels saturés dans la caméra 1 par les informations qui nous sont fournies par les 3 autres caméras. Donc comment ça se passe? Ça se passe par des techniques de traitement d'image. Donc dans cette première caméra, on va détecter les pixels qui sont surexposés. Et puis on va aller voir dans la caméra 2 les pixels correspondants qui, eux, sont potentiellement non saturés. Et puis on va chercher à nouveau calculer une transformation qui va nous permettre de remplacer les pixels de la caméra 1 par les pixels de la caméra 2. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est des techniques Alors, d'abord, on fait de la segmentation pour détecter les différentes zones d'intérêt où il va s'agir de faire les remplacements. Et puis, dans chacune de ces zones, que je vous ai entourées là, ici, en rouge, on va calculer des transformations locales qui vont nous permettre de faire le remplacement. Donc là, on voit dans les petites vignettes là, qui sont autour de la grosse image, avant d'avoir calculé la transformation et après avoir calculé la transformation, tout est réaligné. Et donc, on peut se permettre de directement remplacer les pixels de la caméra 1 par ceux qui nous viennent de la caméra 2. Et donc, de reconstituer une image fusionnée des caméras 1 et 2
Dans cette image fusionnée, hein, vu qu'on a des plages de luminance complémentaires, on a toujours des pixels saturés, etc. En fait, c'est un processus itératif. Donc, on va ensuite chercher à remplacer les pixels qui sont encore saturés par les informations de la caméra 3, puis les informations de la caméra 4, et à la fin, on a une belle image HDR en luminance où l'ensemble des pixels ne sont plus saturés et on a une information complètement utile partout. Donc ça marche en luminance et puis ça marche de la même manière en couleur. Donc voilà, c'était une façon de vous illustrer comment on construit une image HDR à partir de 4 caméras. Et donc ces images HDR, qu'elles soient en luminance ou en couleur, eh ben, en fait, elles servent les intérêts du deuxième axe de recherche de l'équipe, qui est le plus fondamental, c'est d'optimiser les installations d'éclairage routier, avec des enjeux, hein, que vous avez peut-être entendus à la télé ou lus dans la presse. Hein. Aujourd'hui, on cherche vraiment à optimiser les installations d'éclairage routier parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Ça représente à peu près 40% de la facture d'électricité d'une ville. Donc, optimiser l'éclairage, c'est un levier très intéressant. Et donc, nous, notre système d'imagerie HDR en luminance, en fait, on l'embarque dans un véhicule pour faire des diagnostics d'installation d'éclairage en luminance. Et alors, pour faire ça, comment on fait? Eh bien, en fait, on projette sur la route, dans nos images en luminance, un maillage de points, de 60 points, qui sont régulièrement répartis entre 2 luminaires, qui s'étalent sur toute la largeur de la route. Et une fois que ce maillage est projeté, on peut faire dedans des calculs, donc la luminance moyenne, et aussi des calculs pour voir si l'éclairage est bien uniforme partout. Et ça aussi, ça va mobiliser des traitements particuliers, puisque, comme je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est de projeter dans notre image en luminance ce maillage. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon immédiate. Donc, comment on fait ça? Eh bien, pour positionner le maillage dans la route, il faut déjà délimiter l'endroit où il va se trouver. Et donc, pour délimiter cet endroit, comme il s'agit de le positionner sur la route, la première étape, en fait, ça va être de détecter le marquage. Donc ça, c'est des algos de traitement d'image, hein, qui permettent d'extraire les pixels de l'image qui sont candidats à être du marquage routier. Et puis, une fois qu'on a extrait ces pixels-là, on va s'en servir en fait pour faire passer des polynômes qui permettent de suivre le marquage. Donc, ils vont nous permettre de délimiter dans la direction transversale de la route l'endroit où on va devoir positionner ce maillage normalisé. Donc ici, on a les polynômes, donc avec des zones de confiance dans lesquelles on sait qu'on a de fortes chances de trouver le marquage. L'étape d'après, ça consiste à partir de ces polynômes à déterminer la ligne d'horizon dans l'image. Et en fait, cette ligne d'horizon, elle va nous permettre ensuite de positionner le maillage dans la direction longitudinale. Donc ce maillage dans la direction longitudinale, comme je vous l'ai dit, il est compris entre 2 luminaires et il est notamment positionné à 60 mètres devant le véhicule. Donc en se servant de la hauteur de la caméra, de la ligne d'horizon et de la focale de l'objectif, en fait, on va être capable dans l'image de positionner 2 lignes donc, qui correspondent à une ligne à 60 mètres. Et puis la deuxième, c'est la ligne à 60 mètres plus l'espace entre 2 luminaires, puisque le maillage est compris entre 2 luminaires. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est pratiquement gagné. C'est-à-dire qu'avec la détection de marquage, on sait où le maillage se situe sur la largeur de la route. Et puis, avec le positionnement des 2 lignes, on sait où il se situe entre 2 luminaires. Et il n'y a plus qu'à positionner automatiquement les 60 points du maillage et à extraire
in fine, dans l'image en luminance, les valeurs correspondantes. Et on a nos 60 valeurs de luminance qui vont nous permettre derrière de vérifier les caractéristiques de performance de l'installation d'éclairage. Donc la luminance moyenne qu'il y a entre deux luminaires. Et puis, comme je vous l'ai dit, des notions d'uniformité. On regarde notamment le rapport entre la plus petite luminance du maillage et la luminance moyenne. Et puis, on regarde aussi les luminances qui sont situées dans l'axe de circulation, puisque là aussi, c'est une caractéristique de performance normalisée que d'avoir une bonne uniformité, c'est-à-dire un rapport le plus grand possible entre la plus petite et la plus grande des luminances dans l'axe de la voie de circulation. Donc, ça, c'est la méthode de traitement d'image pour positionner le maillage. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, on embarque le système dans un véhicule. Donc, en fait, on va être capable de faire dans chaque image en luminance qu'on enregistre, de positionner le maillage et de calculer les paramètres que je viens de vous indiquer. Donc, le véhicule, il se déplace à 50 km/h. On fait 5 images par seconde. Donc, on enregistre une image tous les 3 mètres qui est géolocalisé avec un GPS et puis un système de codeur qui se fixe sur la roue pour calculer pour mesurer la distance. Et ça nous offre la possibilité de faire ce qu'on nous on appelle des mesures à grand rendement, donc de luminance moyenne à toute l'échelle d'une rue, de calculer aussi les uniformités dont je vous ai parlé. Donc l'uniformité générale, longitudinale. Et donc comme la luminance et ses uniformités, ce sont des paramètres qui sont normalisés, des paramètres qu'on doit atteindre quand on éclaire une rue. Et en fait, on peut comparer ensuite ces relevés à ce que nous demandent les normes et à l'échelle d'une rue, déterminer les endroits où l'installation d'éclairage est conforme et puis des endroits où elle ne l'est pas. Donc, en l'occurrence, là, sur l'exemple que je vous ai mis ici, cette rue, elle a quand même pas mal de problèmes, étant donné qu'on a beaucoup plus de points de non-conformité que de conformité. Je vais accélérer parce que je me rends compte que je suis un peu long. Donc, le troisième axe de recherche de l'équipe concerne aussi l'évaluation de la visibilité des objets de l'infrastructure routière, puisqu'encore une fois, comme on a un système d'imagerie qui nous offre des images représentatives de la perception visuelle des usagers, on peut regarder d'autres choses. On peut regarder notamment des choses comme je vous ai mis en haut à droite. Là, c'est des passages pour piétons lumineux. Donc, on va regarder s'ils sont visibles dans n'importe quelle condition météorologique. On va aussi regarder qu'en conditions nocturnes, ils ne sont pas éblouissants. Donc, ça, c'est des applications assez typiques de ce qu'on peut faire. Donc, ça, ce sont ce qui concerne les axes de recherche de l'équipe. Et puis, pour appuyer ces axes de recherche, on a ce qu'on appelle des missions transversales. Donc, la première, c'est la métrologie de la lumière, parce qu'on se rend bien compte que quand on développe des systèmes comme les nôtres, il faut faire en sorte qu'ils soient les plus fiables possibles. Et ça passe notamment par déterminer un ensemble d'incertitudes liées à l'utilisation de nos systèmes. Donc, non seulement des incertitudes en laboratoire quand on transforme nos caméras en système de mesure de luminance, et puis après aussi des incertitudes sur le terrain, puisqu'on se rend bien compte que quand on positionne par exemple un maillage d'éclairage public, il ne va pas être parfait. Donc, l'objectif de l'incertitude, c'est de savoir à la fin, quand on donne une valeur de luminance, quelle est l'incertitude en pourcent associée. On développe aussi des systèmes, donc le système d'imagerie que je vous ai présenté, on en développe d'autres. On a notamment développé un robot qui permet de mesurer de l'éclairage en bâtiment. On a développé une appli smartphone qui permet de mesurer du contraste de luminance sur des passages pour piétons. Donc ça, c'était le stage de Laure Lebouk notamment.
Ça, je vais passer. Et puis, pour finir, l'équipe de recherche éclairage du CEREMA, elle a de nombreux partenariats donc, en interne avec des laboratoires universitaires. On collabore notamment beaucoup avec le LARIS de l'Université d'Angers. On travaille avec d'autres services de l'État, on travaille avec des entreprises. Et puis, comme nous sommes une équipe de recherche, eh bien, on fait beaucoup de valorisation à travers la publication, l'écriture d'articles scientifiques. On va dans des conférences internationales présenter nos travaux. On est dans certaines sociétés savantes, notamment la Commission internationale de l'éclairage. Et puis, on participe, alors ça me concerne notamment, à tout ce qui a trait à la normalisation nationale et internationale en éclairage public. Voilà, je vous remercie de votre attention